L'instant précis où les marshals fédéraux ont fait un pas en avant restera comme l'un des moments les plus saisissants de l'histoire judiciaire récente des États-Unis. Dans une salle d'audience fédérale, chaque geste est codifié, chaque mouvement obéit à un rituel presque immuable. Rien n'y est laissé au hasard, et pourtant ce jour-là, ce cadre rigide a été pulvérisé en quelques secondes. Lorsque le juge a prononcé les mots fatidiques ordonnant le retrait immédiat de l'avocat principal de la défense, un silence glacial s'est abattu sur la salle. Les jurés, encore présents, ont vu ce qu'ils n'étaient jamais censés voir, la perte totale de contrôle d'une équipe juridique dans un procès fédéral majeur. Les visages se sont figés, certains ont détourné le regard, d'autres sont restés immobiles, conscients d'assister à quelque chose d'anormal, presque historique. Il faut comprendre ce que représente une telle décision. Un juge fédéral dispose d'un large éventail de moyens pour maintenir l'ordre: avertissement, sanctions verbales, rappel à l'éthique, voire menace d'outrage. L'expulsion physique d'un avocat est l'ultime recours, celui que l'on n'utilise que lorsque l'autorité même du tribunal est ouvertement défiée. Et ici, ce défi était public, assumé, répété. Selon plusieurs journalistes judiciaires chevronnés présents dans la salle, le basculement s'est produit lorsque l'avocat de Trump a refusé d'obéir à une instruction directe du juge. À cet instant, il ne s'agissait plus d'un débat juridique, ni même d'une confrontation stratégique. C'était une question de hiérarchie et de respect de l'institution. Dans un tribunal fédéral, le refus d'obtempérer n'est pas une opinion, c'est une infraction. Le juge, d'ordinaire connu pour son calme et sa retenue, n'a pas élevé la voix. Et c'est précisément ce qui a rendu la scène encore plus glaçante. Sa décision était posée, méthodique, irrévocable, aucun éclat, aucun théâtre. Juste une conclusion implacable, la ligne avait été franchie. Lorsque le second avocat s'est levé pour protester, pensant sans doute désamorcer la situation, il n'a fait qu'aggraver les choses. En quelques secondes, lui aussi a été visé par l'ordre d'expulsion. Deux avocats de la défense retirés d'une procédure fédérale sous les yeux du jury, un événement que certains magistrats disent de n'avoir jamais vu en plusieurs décennies de carrière. Mais l'impact le plus profond n'était pas juridique, il était psychologique. Les jurés ne sont pas des experts en droit constitutionnel, ils n'analysent pas les subtilités procédurales. En revanche, ils comprennent parfaitement les signaux humains: l'autorité, le mensonge, la perte de contrôle, et ce qu'ils ont vu ce jour-là, c'est une défense incapable de respecter les règles fondamentales du jeu judiciaire. Le silence qui a suivi a été plus éloquent que n'importe quel plaidoyer. Un silence lourd, chargé de sens. Un silence dans lequel s'est installée une question impossible à ignorer: si les avocats sont prêts à défier ouvertement un juge fédéral, qu'est-ce que cela dit de la solidité de leur position? À partir de cet instant, le procès n'était plus seulement une affaire de documents classifiés ou d'obstruction à la justice. Il devenait un test de crédibilité, de discipline et de respect des institutions. Et sur ce terrain-là, la défense venait de subir un effondrement spectaculaire. Ce chapitre marque le point exact où l'affaire Trump a cessé d'être un procès comme les autres. Il est devenu un symbole des limites franchies, des règles ignorées et d'un système judiciaire contraint de rappeler, avec une fermeté historique, que personne, pas même les plus puissants, n'est au-dessus du tribunal. L'expulsion des avocats n'a pas marqué la fin de l'incident, elle en a été le déclencheur. À partir de cet instant, la mécanique judiciaire fédérale s'est mise en mouvement avec une précision implacable. Ce que le public voit comme un moment spectaculaire n'est, pour le système, que la partie visible d'un processus bien plus vaste, bien plus lourd de conséquences. Dès la suspension de l'audience, le juge a ordonné que l'intégralité des échanges soit consignée au dossier, mot pour mot. Chaque accusation formulée par la défense, chaque refus d'obtempérer, chaque interruption a été officiellement enregistrée. Dans un procès fédéral, ces transcriptions ne sont pas de simples archives, elles sont des preuves potentielles. Et ici, elles constituent une base solide pour des sanctions disciplinaires majeures. En coulisses, plusieurs procédures se sont enclenchées presque automatiquement. Lorsqu'un juge fédéral expulse des avocats pour comportement mensonger et insubordination, il ne s'agit pas d'un simple incident de séance. Le tribunal a l'obligation de signaler ces faits aux autorités compétentes. Les barreaux concernés sont immédiatement informés.
Les commissions d'éthique reçoivent les transcriptions. Les procureurs évaluent s'il existe une base pénale. Car il faut être très clair, mentir sciemment à un juge fédéral n'est pas une faute professionnelle ordinaire. C'est une infraction grave. Une déclaration factuellement fausse, maintenue malgré des preuves contraires, peut constituer une fausse déclaration devant une juridiction fédérale. Et ce délit, contrairement à ce que beaucoup imaginent, peut viser directement l'avocat, indépendamment de son client. Pour les deux avocats expulsés, le risque est donc triple. D'abord, une suspension immédiate de leur droit d'exercer. Ensuite, une radiation définitive du barreau, ce qui mettrait un terme brutal à leur carrière. Enfin, et c'est le scénario le plus lourd, une mise en examen pénal pouvant entraîner des amendes substantielles, voire des peines de prison. Mais l'effet domino ne s'arrête pas à eux. Il touche désormais directement Donald Trump. Même si juridiquement un client n'est pas automatiquement responsable des fautes de ses avocats, la réalité d'un procès devant jury est bien différente. Le jury ne juge pas dans le vide. Il observe les comportements, les attitudes, les réactions. Et ce qu'il a vu ce jour-là, c'est une défense prête à accuser l'État fédéral de crimes graves sans être capable d'en apporter la moindre preuve tangible. Dans l'esprit des jurés, une question s'installe inévitablement. Pourquoi une défense solide aurait-elle besoin de franchir de telles lignes? Ce doute est dévastateur, car il ne porte pas sur un détail technique, mais sur l'honnêteté même de la stratégie défensive. À cela s'ajoute un problème encore plus sérieux, la continuité de la défense. Un procès fédéral de cette complexité repose sur une connaissance intime du dossier. Les avocats expulsés étaient au cœur de la stratégie, des échanges avec l'accusation, des décisions tactiques. Leur retrait brutal crée un vide. Trouver de nouveaux avocats capables de reprendre un dossier aussi lourd en cours de route est extrêmement difficile. Le juge, conscient de cette réalité, se retrouve face à un dilemme institutionnel. D'un côté, garantir à l'accusé son droit à une défense effective. De l'autre, refuser que ce droit soit utilisé comme prétexte pour tolérer des comportements qui sapent l'autorité du tribunal. Ce dilemme est au cœur du système judiciaire américain. Et dans cette affaire, il devient public, visible, presque pédagogique. Plusieurs analystes juridiques soulignent un point crucial. Cet incident renforce paradoxalement la position de l'accusation. Non pas parce qu'il apporte une preuve supplémentaire sur le fond, mais parce qu'il installe une asymétrie morale. L'accusation apparaît calme, méthodique, factuelle. La défense, elle, apparaît chaotique, agressive et prête à la surenchère. Dans un procès, cette perception compte énormément. Elle influence la manière dont chaque nouvelle preuve sera reçue. Chaque document présenté par les procureurs sera désormais examiné à la lumière de ce qui s'est passé, avec l'idée que la défense a déjà été prise en flagrant délit de manipulation. À ce stade, le procès a franchi un seuil critique. Il ne s'agit plus seulement de savoir si des documents ont été mal conservés ou volontairement dissimulés. Il s'agit de savoir si l'accusé et son entourage respectent les règles fondamentales de la justice fédérale. Ce chapitre marque donc une accélération brutale, une transformation du procès en un affrontement institutionnel. Et une chose est certaine, une fois cette dynamique enclenchée, il est presque impossible de revenir en arrière. Pour de nombreux observateurs, l'incident survenu dans ce tribunal fédéral n'est pas un accident isolé. Il s'inscrit dans une trajectoire plus large, un schéma désormais bien documenté, où la défense de Donald Trump semble régulièrement pousser ses avocats au-delà des limites du droit, de l'éthique et parfois même du bon sens juridique. Depuis plusieurs années, un constat s'impose dans les cercles judiciaires américains. Rares sont les avocats de Trump qui sortent indemnes de leur mission. Rudy Giuliani, autrefois célébré comme le maire de l'Amérique après le 11 septembre, est aujourd'hui confronté à des sanctions disciplinaires, des condamnations civiles et une ruine financière. Sidney Powell, qui promettait de libérer le pays avec des preuves explosives, fait désormais face à des poursuites pénales et à une mise au ban quasi totale de la profession. John Eastman, professeur de droit constitutionnel respecté, est devenu un symbole de la dérive juridique post-électorale. À chaque fois, le mécanisme est similaire, une pression politique intense, une rhétorique de combat total, une demande implicite, parfois explicite, d'aller plus loin que ce que les règles autorisent, et des avocats qui, pour rester loyaux à leurs clients ou à une cause,
sacrifient leur crédibilité professionnelle. L'affaire actuelle reproduit ce schéma avec une précision troublante. Les accusations lancées dans la salle d'audience, fabrication de preuves, fraude fédérale, dissimulation criminelle, ne sont pas de simples excès de langage. Ce sont des accusations extrêmement graves qui exigent des preuves extraordinaires. En droit américain, accuser l'État fédéral de falsification de preuves sans fondement solide est considéré comme une attaque directe contre l'intégrité du système judiciaire. Ce qui choque les juristes, ce n'est pas seulement l'audace de ces accusations, mais leur persistance face à la contradiction factuelle. Lorsque le juge a confronté l'avocat aux preuves démontrant que le courriel avait bien été transmis à la défense, la ligne de retrait honorable existait encore. Reconnaître une erreur, se rétracter, présenter des excuses, cette option a été rejetée. À la place, l'escalade a continué. C'est précisément ici que beaucoup situent le point de rupture. À partir du moment où un avocat choisit de maintenir une affirmation manifestement fausse devant un juge fédéral, il ne défend plus un client. Il se met lui-même en danger. Et dans ce type de dossier, ce choix est rarement accidentel. Il est le produit d'un climat où la concession est perçue comme une faiblesse et où la confrontation permanente est valorisée. Mais ce comportement a un coût systémique. Chaque avocat sanctionné, chaque licence suspendue, chaque carrière brisée envoie un message dissuasif au reste de la profession. De plus en plus de cabinets refusent désormais de représenter Trump, non par désaccord politique, mais par simple calcul de risque. Défendre Trump n'est plus seulement un défi juridique, c'est devenu un pari existentiel pour une carrière. Cette réalité a des conséquences profondes. Elle réduit le vivier d'avocats expérimentés, prêts à prendre en charge ces dossiers complexes. Elle augmente la probabilité de stratégies agressives menées par des profils plus marginaux, et elle alimente un cercle vicieux où la défense devient de plus en plus radicale, précisément parce qu'elle est isolée. Au-delà des individus, c'est l'image même de la justice qui est en jeu. Lorsqu'un ancien président multiplie les procès et laisse derrière lui une traînée de sanctions disciplinaires visant ses propres avocats, une question fondamentale se pose. Jusqu'où un client peut-il entraîner ses défenseurs sans mettre en péril l'équilibre du système? Ce chapitre révèle donc une vérité inconfortable. Ce procès n'est pas seulement celui de Donald Trump, c'est aussi celui d'un mode de confrontation avec la justice où la loyauté personnelle semble primer sur les règles communes. Et l'histoire récente montre que ceux qui s'y abandonnent finissent presque toujours par en payer le prix. À ce stade, il devient impossible de considérer cet incident comme un simple dérapage de salle d'audience. Ce qui s'est produit marque un tournant, pas seulement pour Donald Trump, pas seulement pour ce procès fédéral, mais pour la relation même entre le pouvoir politique et l'institution judiciaire américaine. Pour la première fois depuis des décennies, un jury assiste directement à l'effondrement public d'une défense présidentielle dans un tribunal fédéral. Ce n'est pas anodin. La justice américaine repose sur une idée centrale: la loi est impersonnelle. Elle ne reconnaît ni le prestige, ni la puissance, ni la popularité. Or, cette scène a matérialisé cette idée de manière brutale, presque pédagogique. Le juge, en ordonnant l'expulsion, n'a pas simplement sanctionné un comportement. Il a envoyé un message institutionnel clair. Il existe une ligne que même les anciens présidents ne peuvent franchir par procuration. Les avocats sont le prolongement de leurs clients devant le tribunal. Lorsqu'ils mentent, lorsqu'ils accusent sans preuve, lorsqu'ils refusent d'obéir, c'est l'autorité de la Cour qui est défiée. Et cette autorité, le système ne peut pas se permettre de la laisser s'éroder. Pour Donald Trump, les conséquences sont profondes et durables. Désormais, chaque intervention de sa défense sera scrutée avec une méfiance accrue. Chaque objection sera évaluée à la lumière de ce précédent. Chaque accusation portée contre l'accusation devra être étayée de manière irréprochable. Le bénéfice du doute, si précieux devant un jury, s'est largement évaporé. Mais l'impact dépasse largement sa personne. Ce procès devient un précédent, un cas d'école. Dans les facultés de droit, dans les cercles judiciaires, dans les manuels d'éthique, cet épisode sera analysé comme un moment où le système a été mis à l'épreuve et où il a tenu bon. Il pose une question fondamentale. Que se passe-t-il lorsque la stratégie politique de confrontation permanente entre en collision frontale avec les règles strictes de la justice?
La réponse apportée par ce tribunal est sans ambiguïté. La justice ne plie pas. Elle peut être lente, elle peut être imparfaite. Mais lorsqu'elle est ouvertement défiée, elle répond. Ce moment pourrait également redéfinir la manière dont les futurs accusés puissants abordent les tribunaux fédéraux. L'idée selon laquelle l'agressivité, la surenchère et l'accusation systématique peuvent intimider le système vient de subir un revers majeur. Ici, cette stratégie n'a pas affaibli l'institution, elle l'a renforcée. Pour le public, pour les citoyens ordinaires qui observent ces événements, le symbole est fort. Il rappelle que la justice ne se joue pas sur les plateaux télévisés, ni dans les slogans, ni dans les rapports de force médiatiques. Elle se joue dans le calme rigoureux d'une salle d'audience où chaque mot compte et où la vérité n'est pas négociable. Cet épisode restera comme l'un des moments les plus spectaculaires de l'histoire judiciaire contemporaine américaine. Non pas à cause de la colère ou du chaos, mais parce qu'il a mis en lumière une vérité essentielle. Dans un état de droit, la puissance s'arrête à la porte du tribunal. Et c'est précisément pour cette raison que cette affaire ne s'éteindra pas avec le verdict. Elle continuera de résonner, comme un avertissement, comme un précédent, et comme un rappel implacable que, face à la justice fédérale, il n'y a pas de statut particulier, pas d'immunité morale, pas d'exception durable. La question n'est donc plus seulement de savoir comment ce procès se terminera. La véritable question est celle-ci. Sommes-nous en train d'assister au moment où la justice américaine redéfinit clairement ses lignes rouges pour une nouvelle ère politique? C'est sur cette interrogation que s'achève ce chapitre, et peut-être une page entière de l'histoire judiciaire américaine